Bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Tom Creary, qui est un Américain qui habite au Québec depuis nombreuses années. Tom est aussi le président de Westbridge One Consulting, qui est une société qui aide les entrepreneurs étrangers à faire affaire aux États-Unis. Mais je vais laisser Tom se présenter à vous. C'est à vous, mon cher Tom. Bonjour, messieurs, mesdames et messieurs. C'est que, comme Vincent vient de dire, là, je suis un Américain, je suis natif du Kansas, mais j'habite ici au Québec depuis longtemps. Et depuis une 20 ans, quinzaine d'années, peut-être plus maintenant, j'aide les compagnies québécoises et canadiennes à se structurer et puis de planifier une pénétration du marché américain. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, quelques aspects, quelques perspectives d'abord sur les différences de faire affaire aux États-Unis par rapport au Canada, puis particulièrement le Québec, et suivre par une série de règles de base pour bien pénétrer le marché américain pour un entrepreneur québécois. Alors, Tom, quelles sont les différences structurelles et culturelles entre les États-Unis et le Canada pour y faire des affaires? Et donc, il faut que les Québécois reconnaissent que le marché aux États-Unis est terriblement plus grand que celui du Québec. Le facteur, au niveau de la population, 40 fois plus de monde aux États-Unis qu'au Québec. Il y a 12 régions qui sont assez distinctes. Là, c'est qu'il y a au niveau des pratiques d'affaires, il y a des différences structurelles comme ça, et différences culturelles aussi, qui affectent comment les gens font affaire. Deuxièmement, une autre, c'est que il y a 50 États avec 50 différents ensembles de règlements sur presque toutes les activités commerciales et industrielles. D'ailleurs, chaque État a ses propres taxes et origine d'impôts corporatifs. Quant à la question de concurrence, qui est absolument essentielle de comprendre, mais c'est très compétitif aux États-Unis. Ici, au Québec, probablement, peut-être, ça y est 2 ou 3 concurrents, mais je peux vous y garantir aux États-Unis, probablement, pour le même produit, vous aurez 10 à 15. Donc, c'est très important de reconnaître ça. Et puis, de bien positionner comment vous allez combattre face à cette concurrence-là, comment se positionner envers eux. Il y a des différences au niveau de l'accès de financement et au capital de risque. Ici, au Canada, il y en a 7 banques. Dans le fond, là, chacune opère généralement de la même façon, mais il y en a plus de 5 000 aux États-Unis. Et si vous n'avez pas une réponse favorable d'une de ces banques-là, probablement vous trouvez un autre assez facilement le type pour faire affaire avec. Pour le capital de risque, il est beaucoup plus accessible aux États-Unis. Les financiers américains investiront peut-être dans 25 startups avant d'en trouver un, puis ils acceptent ça, un qui marche. Tandis que les investisseurs canadiens ne sont pas rendus là. C'est beaucoup plus difficile d'avoir le capital de risque ici au Canada. Au niveau du différentes structures, au niveau du rôle du gouvernement, les Canadiens, particulièrement les Québécois, on s'attend de voter pour du bon gouvernement. Et aux États-Unis, la plupart des gens, ils votent pour le moins de gouvernement possible. C'est très différent du point de vue attitude. Au niveau des différences culturelles, au niveau de la liberté individuelle, les Canadiens, généralement, acceptent les limitations sur la liberté individuelle dans l'intérêt du bien commun. Tandis qu'aux États-Unis, les Américains, en grande partie, ne acceptent pas ces limitations-là. Au niveau de création de la richesse, les Américains l'adoptent beaucoup, tandis que les Canadiens, généralement, s'en méfient beaucoup plus que les Américains. Au niveau culture du travail, les Américains, c'est finir le travail, get it done. Pour les Canadiens, consacrer le temps pour lequel je suis payé. C'est du facteur un peu 9 à 5, qui est beaucoup plus la mentalité de 9 à 5 au Canada, l'heure pour lâcher, tâche finie ou pas. Mais vous donnez, puis ça en entrave à la compétitivité des entreprises du Québec, dans le fond, là, et puis du restant du Canada aussi.
Je vais vous donner un exemple de cette différence. L'entreprise de Montréal, où j'ai été le numéro 2 il y a quelques années, j'avais 2 équipes de développeurs de logiciels. Un à Montréal, puis un au New Jersey. Les gars de New Jersey finissaient le job. Vraiment, même si c'était rendu à 6h, 6h30 le soir. Ah. Et puis, mais les gars de Montréal, ils lâchaient à 5h. Job sans faute. Job fini ou pas. Quels employés au bout de l'année, ils ont reçu les plus gros bonus à la fin de l'année? C'était pas les gars de Montréal. Et puis, par la suite, dans l'intérêt de plus grande vitesse de lancement des produits, on consacrait les plus importantes créations nouvelles à l'équipe américaine. L'exemple concret que j'ai vécu, moi, quand j'étais numéro 12. Différence culturelle aussi au niveau de l'aversion au risque. Les entreprises canadiennes sont relativement complaisantes et généralement essayent d'éviter le risque. Aux États-Unis, les entrepreneurs disent, c'est que let's go, let's think it through, but let's go. Donc, pas de risque, pas de gain pour eux autres. C'est la mentalité au niveau culturel, ça. Culture d'affaires. Et puis, au niveau différences culturelles, dans les premiers contacts en général, peut-être que vous avez remarqué quand vous êtes en vacances, les gens vont dire rapidement « Hi, how are you? » sur la rue. Très friendly, comme on dit. Plus souvent que non, les gens d'ici vont penser de cela « Je ne connais pas cette personne-là. Qu'est-ce qu'il veut de moi? » C'est une différence très fondamentale. Une fois qu'on connaît quelqu'un ici au Québec, c'est très chaleureux. Mais premier contact, c'est difficile à faire le premier contact. Dans les premiers contacts en affaires, l'Américain s'intéresse en premier lieu à ce que vous avez offert. Tandis que l'homme d'affaires québécois, normalement, mon expérience, c'est qu'il cherche à savoir un petit peu plus sur la personne devant lui quand il y a premier contact d'affaires avant de discuter que quoi que ce soit au niveau affaires. L'Américain aura de l'impatience avec ça dans ses premiers contacts. Au niveau des différences culturelles encore, les Américains ne craignent pas l'innovation ou les nouvelles façons de faire les choses. Ils sont toujours en train d'innover, de progresser. Canadiens, généralement, malheureusement, instinctivement, cherchent un niveau de confort. Ici, on se méfie du succès avec un certain degré de jalousie. Un Américain prospère conduirait un Cadillac pour annoncer son succès dans la vie. Et mon expérience avec des gens que je connais ici au Canada qui sont un grand succès, ils vont probablement conduire un VUS assez raisonnable et puis pour éviter des regards de jalousie des gens. Donc, c'est très différent à ce niveau-là. Au niveau des engagements en affaires, très important à savoir, les Américains ont un grand respect de la parole de quelqu'un. Votre parole, c'est le contrat. Ici, au Canada, les gens, s'il n'y a pas quelque chose d'écrit, on peut dire, c'est pas un vrai engagement. Donc, l'Américain, il donne son mot à dire, oui, ça va, c'est pour lui, dans sa tête, c'est un contrat. Même en souvenir de ça. Adoption des nouvelles technologies. Les entreprises canadiennes n'achètent pas des nouveaux services, produits ou technologies, à moins que ça ait été prouvé aux autres. Nous, un compétiteur, utilise la nouvelle technologie à leur détriment. Ou bien donc, la société mère étrangère exige son utilisation. Un autre exemple, dans lequel j'ai une compagnie où est-ce que j'étais patron pour développer les développements des affaires. On avait besoin de tester le marché pour quelque chose de nouveau. C'était au niveau d'une application d'affaires. J'ai envoyé un représentant à Toronto et un autre à New York pour s'informer de l'intérêt à essayer la nouvelle application numérique. Les deux sont revenus. La réaction reçue à Toronto, selon mon représentant, il dit, le gars, il n'était pas favorable à ça. Dans le fond, il a admis, il dit, I can't do this. I can lose my job if I recommend this and it doesn't work. Et puis,
une journée plus tard, j'ai reçu le représentant qui est retourné de New York. Il dit, hey, ça a bien été, là. Tu sais, le gars, il était un peu craintif au début, puis il dit, let's do it. I can be a hero if this works. But if it doesn't, you will never see me again. Donc, but let's do it. Et j'ai rencontré ça à quelques reprises, cette différence fondamentale du point de vue de l'attitude envers les nouvelles technologies. Donc, à quoi ça mène? Premièrement, les États-Unis représentent un marché primordial pour tout ce qui est nouveau. Nouvelles technologies, nouveaux produits, nouvelles façons de faire, applications du système, et ça va continuer. On ne craint pas ce qui est nouveau, mais il faut que ça marche. Et j'ai vu ça. Donc, pour tester un nouveau produit, malheureusement, ne perdez pas votre temps au Canada de tester. Vas-y. Tout ça, ça amène, avec tout ça, avec ça, c'est que peut-être je vais retourner la parole à Vincent, parce que je vais suivre avec une interprétation de qu'est-ce que ça veut dire au niveau des règles de base pour pénétrer le marché américain. Ben justement, Tom, quelles sont les règles justement de base pour pénétrer le marché américain? Combien y en a-t-il de règles et quels sont les principaux points de chacune d'elles? Et c'est que ça fait une quinzaine d'années que je fais tout ça. Avant ça, j'étais, comme j'ai dit, numéro 2 dans les entreprises technologiques. Là, je suis arrivé avec 12 règles de base. Pour les gens qui s'appliquent à presque tout le monde qui songent à pénétrer le marché américain. D'abord, avant tout, faites vos recherches sur l'industrie, sa structure, le marché, les joueurs, sur les clients ciblés. Vous aurez. Les Américains n'ont vraiment pas de patience avec des gens qui n'ont pas fait. Premièrement. Deuxièmement, américanisez votre identité et votre offre le plus que possible. Minimisez le plus que possible votre identité étrangère. Soyez conscient que vous allez proposer à un client potentiel américain de déloger ou de remplacer un fournisseur américain qui est déjà en place. Les Américains sont en général très patriotiques. Donc, essayez de minimiser le plus que possible votre identité étrangère. C'est exactement, Tom, ce que je dis aux clients qui contactent Corpomax, les clients étrangers. Autrement dit, les Américains sont d'un patriotisme exacerbé. Ils sont patriotes 365 jours par année. Ça va être 366 en 2024. Je leur dis aux clients, aux potentiels clients, je leur dis, écoutez, créez une société américaine, ayez une adresse américaine, ouvrez un compte de banque américain, et devenez américain pour vendre aux Américains, tout simplement. Alors, et c'est pour ça aussi que je leur recommande, quand ils créent une société aux États-Unis, de choisir un nom qui n'identifiera pas leur origine étrangère. Alors, je vous donne un exemple. Si la société au Québec s'appelle Cocorico Inc., ben souvent, une immense tendance, c'est toujours d'appeler leur société américaine Cocorico America Inc. ou Cocorico US Inc. Je dis, écoutez, si un Américain voit ça dans le nom, presque automatiquement, il va savoir que la société américaine est détenue par des étrangers. Alors, vous n'avez pas besoin d'ajouter America ou US dans le les gens, ils savent qu'ils sont aux États-Unis. Le conseil que je leur donne, c'est plutôt d'appeler ça. Alors, si ça s'appelle Cocorico Inc. Au Canada, ben, qu'ils l'appellent Cocorico Corp. Aux États-Unis, tout simplement. Donc, la troisième règle, ne pensez jamais que votre produit est complètement unique ou remplaçable. Les gens utilisent toujours quelque chose d'existant pour répondre à un besoin, surtout aux États-Unis. Vous proposez quelque chose d'autre que des thèmes avec des gens qui ne sont pas familiers. Donc, dis jamais quelque chose qui c'est complètement unique. Les gens ne vous croiront pas. Quatrièmement, connaître à fond vos compétiteurs.
ils sont qui, ils font quoi, ils vendent à qui, c'est quoi leur force, comment vous allez vous positionner envers eux, comment vous allez les battre. Mais c'est vraiment étudier vos compétiteurs. Ils sont là. Il y en a plusieurs. Cinquièmement, cibler. Cibler une région pour commencer, pas plus. Il y a 12 régions distinctes aux États-Unis. Et où est-ce qu'il y a des gens faire des affaires dans une région pourrait être très différent de l'une de ces régions de l'autre. Le marché américain est démocratiquement, démographiquement, presque 40 fois plus grand que le Québec. Cibler une région pour commencer. Mais il y en a assez de business, probablement, dans cette région-là, vous seriez capable de contrôler vos opérations, et puis de cibler, de vous bâtir sur un succès avant de passer à un autre endroit des États-Unis. Mais déterminer systématiquement quelle région vous allez commencer. Au niveau de la demande démographique, au niveau de l'existence des compétiteurs, le bureau-chef est peut-être dans la région que vous ciblez, c'est peut-être pas la meilleure façon de commencer dans cette région-là plutôt qu'un autre. Donc, mais bien cibler la première région que vous allez, où est-ce que vous allez commencer. Sixièmement, tester et valider votre proposition de valeur, votre elevator pitch, votre value proposition. Vous avez 2 minutes pour le faire devant quelqu'un. Et si c'est mal fait ou c'est pas clair, que ça ne répond pas aux besoins du client sensible, si vous allez mieux parler. C'est quoi votre value? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène à ce client-là qui pourra faire maintenant un bon retour, un rendement sur investissement que cette compagnie-là adopte votre produit ou votre produit. Septièmement, comme Vincent a mentionné, là, ayez un site web et du matériel de promotion dans un langage américain. Évitez à tout prix les structures de phrases à la française, et des apparences de traduction littérale. Ça existe souvent quand je vois le site web en anglais d'une compagnie ici au Québec. Là, c'est que les structures de phrases, là, les gens aux États-Unis vont voir immédiatement c'est pas une entreprise américaine qui fait ça. Quelque chose d'étranger. Dotez-vous d'une adresse américaine, même s'il est virtuel. Que je parle, c'est virtuel, là, un bureau, là, dans downtown Boston ou downtown Chicago, 250 à 300 $ par mois. Vous avez une adresse, là, le courrier pour être reçu là-bas, ou le numéro de téléphone. Les gens vont voir ça sur le site web. Et puis, ils vont dire, là, il y a un engagement envers le marché. Ils ont au moins un bureau aux États-Unis. Même si c'est clair que le bureau-chef est ailleurs, ils sont ici. Ça démontre votre engagement à l'égard du marché. Je vais vous donner un exemple de comment le non-respect de cette règle de base a coûté cher en entreprise au Québec. Il y a quelques années, j'étais engagé par une entreprise de logiciels d'affaires dans le domaine médical à pénétrer le marché américain. Ils avaient beaucoup de bonnes clientèles au Canada, mais ils cherchaient à développer le marché américain. Et que après plusieurs démarches, ça c'était démarche avec une compagnie à Boston. Le fait que la compagnie a refusé d'ouvrir un petit bureau à Boston ou même de faire une incorporation aux États-Unis, au Delaware, des coûts minimes, un contrat de plusieurs millions de dollars a été perdu parce que c'est au refus du conseil d'administration, formé des gens d'ici, de comptables et d'avocats. Ils disaient qu'avant d'investir de quoi que ce soit aux États-Unis, on va avoir un premier compte. J'allais à Boston avec chaque fois que j'allais à Boston pour rencontrer cette compagnie-là, ils disent how's your US office coming? Je retournais voir dire au conseil, bien sûr, là, ça prend un certain engagement.
d'investissement de base. Et parce que c'est au niveau du logiciel d'affaires pour le domaine médical, d'avoir des données qui ne sont pas sur les serveurs aux États-Unis, ça leur cause énormément de soucis. Tout ça, on n'a même pas un bureau aux États-Unis pour partir. Non, ça prend un premier contrat. Je retourne avec le vice-président, mais l'autre vice-président de la compagnie. Et puis la première chose devant cette compagnie-là, 5 personnes en place, 5 cadres pour discuter l'introduction du logiciel. Encore la première question. How's your US office coming? Puis le vice-président retourne à Montréal avec moi pour dire, c'est vrai, messieurs, là, il demande ça. Mais que quand même, le conseil d'administration a refusé d'investir. Puis un mois plus tard, je reçois un communiqué de la compagnie et dit, on va mettre en cause l'engagement de votre logiciel. Peut-être plus tard, la compagnie n'a jamais eu un contrat aux États-Unis. Et puis, ils ont été obligés ils ont vendu la technologie, le logiciel à une autre compagnie 3 ans plus tard, puis on fait un livre. C'était une plateforme de logiciel incroyable, au niveau de trading. Et cette monsieur va faire de s'engager de façon minimale aux États-Unis. Neuvièmement, ayez un homme d'affaires américain sur votre conseil d'administration comme aviseur. Cela vous éviterait des problèmes et pourra vous donner un interlocuteur valable à des membres. Si la compagnie que je viens de vous parler a eu un membre du conseil qui était un Américain, il aura dit à ses collègues, messieurs, là, il faut vraiment faire un investissement minimal pour démontrer aux clients potentiels américains que vous êtes sérieux. Il y aura probablement eu du succès. Et Tom, c'est vraiment important ce que tu viens de dire parce que il n'y a pas d'obligation quand on lance une société américaine d'avoir des actionnaires américains ou des administrateurs américains ou des officiers américains, sauf dans des secteurs névralgiques comme la détention d'avions, la détention de bateaux ou tout ce qui touche à la sécurité nationale. Par contre, le fait d'avoir un Américain, pas nécessairement parmi les actionnaires, pas nécessairement parmi les administrateurs, mais d'avoir au moins un Américain parmi les officiers. Alors, quand on parle d'officiers, on parle de président, vice-président, secrétaire ou trésorier. Ça peut avoir effectivement, comme tu le dis, plusieurs avantages. Un des avantages, c'est au niveau bancaire. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir un compte de banque aux États-Unis quand au moins un des officiers a un numéro de sécurité sociale américain. Et ça, nous, on l'a vécu depuis plus de 20 ans lorsqu'on a participé à l'ouverture de comptes bancaires pour nos clients. Alors, c'est pour ça que ça aide énormément. Deuxièmement, l'Américain qui est sur le sol américain, qui vibre avec les autres Américains, va comprendre beaucoup mieux la mentalité. Et à ce moment-là, moi, je trouve, en tout cas, personnellement, que c'est un gros avantage. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être fort utile. Par rapport à cette suggestion d'avoir même un bureau virtuel aux États-Unis, tout récemment, depuis il y a 2 ans, j'ai été demandé par une compagnie québécoise qui a des produits de finition interne de maison. Ça pétionnait aux États-Unis au niveau du développement d'affaires. Il n'y avait pas de bureau virtuel. Il n'y avait pas un numéro de téléphone américain. Et puis, il y avait certaines frustrations de la part des administrateurs. Et j'ai suggéré le marché ciblé est en Floride, puis en New York, puis en Californie. C'est peut-être commencer par la Floride, puis avec New York aussi, d'avoir un bureau virtuel. Ils ont accepté ça. J'ai convaincu le patron de faire ça. Et puis, en dedans d'un an, leurs ventes américaines, ils ont triplé. Ils ont augmenté de 300%. Parce qu'il y avait un numéro de téléphone dans un cadre régional. Les gens peuvent appeler. Il y avait un bureau identifié à Fort Lauderdale. Même s'il n'y avait personne là, les gens ne songeaient pas d'aller voir le bureau. Ils savaient qu'il y avait un bureau là, donc une certaine présence locale. Et vraiment,
la compagnie a une augmentation de 300% en moins d'un an, du point de vue des ventes. Et une autre chose aussi, Tom, que moi j'ai remarqué de mon côté, c'est, par exemple, pour les Canadiens, ils peuvent obtenir un numéro sans frais, un numéro 1-800, de type 1-800, numéro vert en Europe, type 1-800. Et l'avantage aussi, c'est que les numéros de type 1-800, ce n'est ni américain ni canadien, c'est un pool qui est nord-américain. Alors, on peut très bien, si on a déjà un numéro sans frais de type 1-800 au Canada, on peut très bien demander à notre fournisseur canadien, comme par exemple Bell ou Vidéotron au Québec, d'étendre la portée de ce numéro 1-800 aux États-Unis. Alors donc, le numéro fonctionne aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, et à ce moment-là, les gens peuvent appeler. Et moi, je trouve que ça donne aussi une image, encore une image de sérieux encore plus grande quand on a un numéro de type 1-800, parce que c'est souvent associé dans l'esprit des gens à des grandes entreprises. Alors ça aussi, c'est une autre possibilité pour les gens d'affaires étrangers, canadiens, de se donner une image américaine en ayant notamment un numéro de type 1-800. Question très importante, vraiment. Là. Mais je reviens sur les 12 règles de base. Le 10e, c'est essentiel, c'est d'avoir un plan. Un plan d'affaires, des choses précises à faire dans les 12 premiers mois de développement stratégique. Et puis faire une projection des dépenses reliées à ce développement-là. Normalement, quand je conseille des gens, là, des entreprises, là, on arrive avec 10, 12 affaires essentielles dans les 12 prochains mois. Et puis, on attache un coût à chacun de ces éléments. Et je le dis à la fin, doublez-le. Et s'attendez que ça pourra faire les coûts, les dépenses reliées à ces activités pourraient augmenter de 100%. C'est pas sûr, là, mais préparez-vous. Mais c'est vraiment c'est important d'avoir cette kind d'affaires d'attaque-là et puis de la rendre ajustable, vraiment eligible, comme on dit en anglais, là, going forward. C'est que normalement, un plan d'affaires, un plan d'action, et il est désuet après 6 mois, même peut-être 3 mois, 4 mois, mais c'est essentiel d'avoir cette rolling 12-month period action plan. OK. M'excuse pour l'utilisation de l'anglais parfois, là, mais quand même. Vous êtes pardonné, mon cher Tom. Oui. Tu sais, c'est 11e, ça a l'air banal, mais c'est important. C'est de devenir membre d'une association d'affaires de votre secteur. Afin de développer votre réseau, le networking. Le milieu d'affaires américain est un milieu d'association utile, puissante quant au règlement, l'interprétation des règlements gouvernementaux, du lobby, du point de vue des changements qui sont pratiques dans dans l'industrie. Et puis, il y a des excellents networking. Finalement, n'essayez pas d'être trop amis, trop familier avec votre client potentiel au début. Focus sur ce que vous offrez à ce client. Ne parlez pas de politique. Vraiment pas. C'est un tabou. Il faut se souvenir, vous êtes conscient que la plupart des hommes d'affaires américains et des cadres d'entreprise, ils votent républicains, et puis ils ont voté pour Donald Trump en 2016, en 2000. Si on peut avoir des attitudes ici au Québec envers tout ça, mais parler du sport, après la première rencontre, oui, mais pas politique. Donc, avec ces 12 règles de base-là, vous allez, en respectant ces règles, vous mettrez la chance de votre côté pour développer votre business. Je vous remercie, Tom, pour ces informations absolument précieuses, essentielles même pour pénétrer le marché américain. On va mettre vos coordonnées à la fin de cette vidéo pour que les gens puissent vous contacter s'ils ont des questions ou encore s'ils ont des projets et qu'ils désirent pénétrer le marché américain. Alors, merci encore et à très bientôt. Ça m'a fait plaisir.